Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Tanguy Sambik, secrétaire général du SGEN CFDT. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors avec vous, on va revenir un petit peu sur cette rentrée. On va faire le point un petit peu sur les demandes, sur les différentes revendications, notamment de votre syndicat. On verra également ce qu'il en est de cette grève, si vous avez oui ou non pris parti à l'établissement des revendications. On verra tout cela tout à l'heure avec vous. Tanguy Sambik, vous restez avec nous sur le plateau. Avec nous également sur le plateau, Chloé Léchave, donc chargée de communication à la DAC. Bonsoir. Bonsoir. Non, je ne suis pas chargée de communication, je suis chargée de mission à la DAC. Culture et patrimoine au pôle des patrimoines de la DAC. Et justement, donc votre présence, c'est justement en raison des journées du patrimoine qui seront ce samedi et ce dimanche. Vous nous direz ce qu'il en est du programme éventuellement et sous quels signes s'inscriront ces journées cette année. On verra cela tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 15 septembre. Ils étaient une soixantaine à se rassembler ce matin sur la rocade de Mtsapéré. Les motards de Mayotte ont rendu un dernier hommage aux jeunes pères de famille décédés à cause d'un accident de la route, avant d'exprimer leur colère face à une situation qui n'a que trop duré. Explication. Enseignement, BTP, énergie renouvelable, transport maritime, loi de finances ou encore révision des taux d'octroi de mer, l'assemblée plénière extraordinaire de ce matin aura à nouveau mis en exergue les différences de points de vue entre les élus. Les explications dans votre journal. À l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, l'Espace Info Énergie et la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ont organisé une matinale de la mobilité. Au programme, rappel du contexte général des transports ou encore présentation du plan transport collectif du Grand Mamoudzou. Reportage à la fin de cette édition. Depuis hier matin, l'île est en proie à une vive émotion suite au décès d'un jeune motard survenu sur la rocade de Mtsapéré. Un automobiliste qui souhaitait faire demi-tour lui a ôté la vie sur le coup. Depuis, la colère et l'émotion dominent dans le discours et ce matin, une soixantaine de motards a décidé de bloquer la rocade de Mtsapéré pour exprimer leur ras-le-bol. Il faut dire que depuis plusieurs années, les usagers de deux roues ne sont pas épargnés par les accidents mortels. Un sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ils étaient une soixantaine ce matin à s'être rassemblés en mémoire de ce jeune père de famille, mort suite à un nouvel accident de la route. Beaucoup de ses amis motards avaient fait le déplacement et ont bloqué la rocade de Mtsapéré où s'est produit le drame. Objectif, lui rendre un dernier hommage et exprimer la colère qui les anime. On a fait ce tour pour lui rendre hommage. On a fait un doigt, comme on le sait, sur la place du lieu de l'accident. On est passé par la mairie, on s'est arrêté, on a fait un petit bruit pour nous connaître qu'on est là. Et puis on est passé par la préfecture et puis là on est venu sur le rond-point de Baobab, chez Cousin. Donc ce soir ou cet après-midi bientôt, on va refaire la même action juste pour montrer et dire stop. On dit encore stop aux chauffeurs qui ne savent pas patienter. Ils nous prennent la vie tous les jours. Et tous les jours, sur le même lieu, ils font demi-tour et résultat, il y a toujours des morts. Donc aujourd'hui, nous, l'association de motards de Mayotte, on dit stop. Le cortège, composé uniquement de deux roues, s'est arrêté près du lieu de l'accident afin d'observer une minute de silence, même si ce sont des mots qu'ont aujourd'hui envie d'exprimer ses proches. Aujourd'hui, ce matin, on essaie de mobiliser, de se faire entendre, se faire voir aujourd'hui, parce que hier, on a perdu un ami, un frère, un motard, un jeune Maoré, qui est mort sur le coup, parce qu'un chauffeur n'a pas pu éviter cet accident. Il n'a pas essayé de l'éviter. S'il avait regardé ses rétroviseurs, il aurait pu éviter ce drame. Nous, aujourd'hui, on est là ce matin pour nous faire entendre que nous, on en a marre. Les motards de Mamoudzou, de Mayotte, ils en ont marre des chauffards. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs accidents, mais aujourd'hui, c'est un peu grave. Il y a eu un mort, un jeune père. Il n'a pas eu le temps de jouer avec son fils. Et il est décédé hier. Aujourd'hui, on est là pour ça. Pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus, chacun va devoir prendre conscience des dangers de la route, notamment pour les deux roues,
qui sont particulièrement exposés au risque d'accident. L'usage des rétroviseurs, faire attention aux deux roues, pas seulement les motos, mais tous les deux roues. Ici, la culture de la conduite n'est pas sécuritaire. Donc il faut que les usagers, quels qu'ils soient, fassent plus attention. Ça évitera le drame d'hier. Et on est là aujourd'hui pour exprimer cela. Parce que des gens qui font demi-tour sans regarder, sans utiliser les rétros, alors qu'ils n'ont pas le droit de tourner, c'est tous les jours, on évite des accidents. À la fin de la manifestation, une boîte a été déposée chez Cousin pour recueillir des dons qui seront reversés à la famille. Dans le cadre de l'enquête, la police a lancé un appel à témoins afin d'apporter de nouveaux éléments sur les circonstances et causes exactes du décès. C'était au mois de juillet dernier, nous vous relations ce cambriolage qui a très mal tourné dans le sud de l'île. Alors qu'il tentait de poursuivre les voleurs, un homme s'est vu asséner un violent coup de chombo. Bilan, plus de 50 points de suture et une procédure d'Evasan vers la Réunion. Depuis, son histoire et les photos de son agression ont fait le tour des médias en raison notamment des différentes lettres qu'il a adressées aux autorités. Ce matin, Fatiou Ibrahim, qui fait désormais partie du collectif pour l'avenir de Mayotte, était sur notre plateau. Le compte-rendu dans ce sujet est signé Pierre Bellucci et les souligner. Attention, certaines images peuvent choquer. Dans la nuit du 3 au 4 juillet dernier, alors qu'il était aux alentours de 2 h du matin, la voisine et belle-sœur de Fatiou Ibrahim l'a appelé pour lui venir en aide. Cette dernière était en effet victime d'un cambriolage et son mari était en train de poursuivre leurs agresseurs. Fatiou, victime lui-même d'exactions similaires 2 mois plus tôt, s'est alors lancé à son tour à la poursuite des malfrats, mais les choses ont mal tourné. Les gens pensent que voilà, on est parti à la chasse aux cambrioleurs, que c'était pas le cas. Lui, il m'a dit, il faut faire vite parce que la vitesse à laquelle ils sont partis, ils n'ont pas pu emporter tout ce qu'ils ont pris. C'est impossible vu comment ils couraient, donc, parce qu'ils avaient pris 4 ordinateurs portables. Et du coup, on est parti rapidement et c'est vrai qu'on a retrouvé un des ordinateurs pas très loin de sa maison, plus leurs sacs qui ont été fouillés. Et du coup, ça nous a encouragés. Entre-temps, d'autres personnes de la famille sont arrivées, donc on a fait 2 groupes de 2 personnes. Nous, on est partis vers la campagne, eux, ils sont partis vers le village pour aller surveiller. Malheureusement, nous, on est tombés sur eux, sur les cambrioleurs en agression. La suite, c'est une agression au chombo qui lui aura valu des blessures terribles. L'homme sait qu'il a frôlé la mort et pointe désormais du doigt les responsables de son agression. Celui qui fait désormais partie du collectif pour l'avenir de Mayotte accuse clairement l'État et tous les vendeurs de sommeil. Ce qui est arrivé, c'est arrivé à cause de l'État, c'est arrivé à cause des Mahorais, parce qu'en ce moment, Patrick, c'est ce que peut-être beaucoup de Mahorais oublient. En ce moment, la personne qui m'a agressé, qu'on ne retrouvera jamais, parce que ça m'a été confié par des services de gendarmerie, parce que de toute façon, il n'est fiché nulle part, personne ne le connaît. Moi, je l'ai vu, mais voilà, je ne le reconnaîtrai pas, je ne le connais pas. Donc, en ce moment, cette personne-là, soit elle travaille dans un champ d'une personne qui ne tarit pas d'éloges à son sujet, soit elle va à la pêche pour le compte d'un Mahorais qui ne tarit pas d'éloges à son sujet, soit elle est sur le chantier d'une personne en train de construire une maison dont cette personne-là ne tarit pas d'éloges à son sujet. Sauf que cette personne, elle est venue un soir et apparemment c'est une activité qu'elle doit exercer parce que bon voilà, il n'a pas l'air d'être novice, ils étaient équipés. Donc le soir, il a d'autres activités, à savoir il va cambrioler et il s'est dit lui-même que si ça tourne mal, il n'hésitera pas à donner la mort. Autre accusation, mais du côté de sa prise en charge cette fois. En effet, face aux conditions d'accueil au centre hospitalier de Mamoudzou, Fatiou a dû être évassané à ses frais. Et comprenez aussi un peu que les Mahorais puissent avoir la haine pour ça. Un Anjouanais qui vient de débarquer, apparemment il n'a pas voulu se soumettre à un contrôle de gendarmerie. La gendarmerie l'a poursuivi avec un véhicule, la portière l'a heurté, il est tombé et il vient pour chercher un certificat médical pour aller se retourner contre la gendarmerie. Et donc du coup on me met dehors, dans le couloir, dans un brancard, il fait froid, je souffre, j'ai quand même tout ça qui n'est pas rien, pour prendre quelqu'un en situation irrégulière qui a refusé de respecter la loi une deuxième fois en se refusant de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Donc juste pour le prendre, lui donner un certificat médical pour qu'il ait déposé plainte contre les gendarmes. C'est inadmissible. Donc du coup, tout ça a fait que je n'ai pas eu confiance au CHM. C'est pour ça que j'ai, avec la famille d'ailleurs, qui était ferme là-dessus, qu'il fallait que je parte à la Réunion. La colère est à la hauteur de l'agression pour un homme qui, comme beaucoup d'autres à Mayotte,
restera marqué à vie par l'impunité et la violence dont certains font preuve sur le département. Et si le collectif pour l'avenir de Mayotte a fait de l'immigration clandestine son cheval de bataille, le parti Front National à Mayotte n'est pas en reste. Et en vue de l'élection présidentielle de 2017, une délégation locale a décollé ce jour direction Paris. L'occasion de rencontrer les leaders du parti et d'envisager un programme pour Mayotte. Tout cela quelques semaines seulement après les propos de Marion Maréchal Le Pen, qui a déclaré en parlant de l'ancien président Nicolas Sarkozy qu'il a, je cite, livré la France au Qatar et départementalisé Mayotte. Ils veulent faire croire qu'ils défendent notre identité. Fin de citation. Des propos polémiques qui demandent éclaircissement, comme nous confie le porte-parole du parti au niveau local au micro de Pierre Bellucci. Alors, tout d'abord, on part à Troyes pour aller participer à l'université d'été du Front National qui va avoir lieu à Fréjus les 17 et 18 septembre prochains. Par la suite, on va effectivement rencontrer les responsables à Paris pour essayer d'intégrer les doléances des Mahorais dans le programme de la présidente du Front National qui va être bien entendu Marine Le Pen. Si on va là-bas, c'est justement pour essayer d'harmoniser les points de vue, parce qu'effectivement, il y a eu une maladresse récemment de la part de la tête de liste de la région PACA, mais je pense que ces propos ne représentent pas l'idéologie générale du parti. Et à noter que du 27 au 29 septembre prochain, une délégation du Front National, emmenée par la députée européenne Joëlle Melin, sera à Mayotte. Une visite qui doit précéder celle de la présidente du parti Marine Le Pen, prévue dans les tout prochains mois. Et maintenant, direction le conseil départemental où se tenait ce matin une séance plénière extraordinaire. 2 jours après la suspension du mouvement de grève au sein de l'institution, les élus ont dû plancher sur les 5 motions à l'ordre du jour. Soutien de certains secteurs de l'économie, révision du taux d'octroi de mer ou encore prochaine loi de finances. Les débats ont à nouveau été animés entre les élus de la majorité et ceux de l'opposition, comme nous l'expliquent Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Les élus étaient de retour au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana ce matin. Durant cette assemblée plénière extraordinaire, plusieurs points importants ont été abordés, notamment dans des secteurs comme l'enseignement, le BTP, les énergies renouvelables ou encore les transports maritimes. Et pour le vice-président en charge des finances, ces mesures vont dans le sens du développement de l'économie locale. Il faut surtout retenir la démarche du département au niveau de l'appui et d'accompagnement encore plus importante de la production locale, notamment sur les secteurs un peu plus fragiles tels que le BTP, le tourisme, tout ça. Voilà. Nous avons encore revu encore une fois notre copie sur l'octroi de mer pour mieux accompagner certaines structures de chez nous. Du côté de l'opposition, le compte est loin d'y être. En effet, la loi de finances telle qu'elle est proposée semble une nouvelle fois être en défaveur du 101e département, comme l'explique Daniel Zaïdani, l'ancien président du conseil départemental. Aujourd'hui, le projet de loi a été rédigé unilatéralement par le gouvernement en occultant un périmètre entier, en occultant la totalité du périmètre qui tient en compte de la région, et de la même manière le mode de calcul qui est utilisé pour définir le montant de la dotation est erroné. On parle de la population alors que le dernier recensement date de 2012, or aujourd'hui nous sommes en 2016. On parle de compétences, on parle d'années de référence alors que nous savons que tout n'a pas été pris en compte, notamment lorsqu'on regarde les aides économiques qui étaient à hauteur de 10 millions d'euros en 2014 et 0 en 2015. Lorsqu'on regarde la formation, la dépense est plus de 7 millions d'euros et ça n'a pas été pris en compte dans le champ. Et aujourd'hui, la dotation qui est proposée alors que les compétences régions sont évaluées entre 30 et 40 millions d'euros, aujourd'hui on nous propose 800 millions d'euros d'aide. Autre point qui aura une nouvelle fois cristallisé les tensions, l'octroi de mer. En effet, les élus de la majorité ont révisé les taux de cet impôt sur certains produits. Une mesure considérée comme antisociale sur un territoire où le coût de la vie est déjà très onéreux.
Forcément, l'augmentation de l'octroi de mer devient forcément le seul et unique moyen d'améliorer les recettes de département, faute de travail et d'échanges avec Bercy afin d'améliorer d'autres recettes. C'est pour cela que on voit encore que la taxe au tabac va progresser et cela est regrettable. De la même manière, aujourd'hui, le conseil départemental souhaite exonérer d'imposition d'octroi de mer le nouvel amphidrome qui va rentrer sur le territoire. Je pense que sur le principe, c'est une bonne chose, mais au lieu d'exonérer exclusivement le navire, c'est la totalité des embarcations qui rentreront sur le territoire qui sera exonérée. Voilà encore une fois comment on fait des cadeaux à tout un pan d'un secteur sans tenir compte de la réalité, et de l'autre côté, on augmente les taxes pour frapper encore la population. Du côté de la majorité, s'il est clair que le nerf de la guerre reste l'argent, Ousseni Benissa assure que les finances vont être redressées, et ce, sans que la population en pâtisse. Vous voyez, il y a eu des améliorations depuis le début de l'année. Il y a eu des efforts importants qui ont été faits sur les dépenses. Il y a une progression au niveau des recettes et nous espérons que cette progression des recettes sera mise en place à travers l'arrivée de nouvelles recettes, les fameux 14 millions de l'impôt sur le revenu que nous attendons et d'autres recettes nouvelles qui viendront justement abonder les recettes actuelles. Je crois que pour l'année 2017, non seulement le département atteindra un équilibre global, mais il dégagera une épargne qui permettrait de relancer l'investissement dans ce territoire. Cette nouvelle séance plénière aura à nouveau mis en exergue les différences de point de vue entre les élus de la majorité et l'opposition, des différences qui sont souvent liées à la gestion financière au sein d'un département en déficit budgétaire. Alors, je me tourne maintenant vers mon invité Tanguy Sambik, secrétaire général du SGEN, Fédération CFDT. C'est ça, oui. Voilà. Alors, vous êtes ce soir sur ce plateau pour nous parler de cette rentrée avec notamment beaucoup de choses que vous allez nous préciser. Notamment, on va commencer par les chiffres généraux de l'Académie de Mayotte. Que pouvez-vous nous en dire? Avant même de parler des chiffres globaux de l'Académie de Mayotte, je vais déjà, parce que c'est également l'occasion pour nous de faire notre rentrée syndicale, puisque nous avons une nouvelle équipe de direction. Donc moi-même je suis donc secrétaire général du SGEN CFDT départemental de Mayotte, puisque précédemment vous aviez l'habitude de recevoir Monsieur Binet sur vos plateaux, qui nous a quittés pour d'autres terres éducatives. Et donc à l'issue de cela, c'était également l'occasion pour ce soir de présenter cette nouvelle équipe, puisque à mes côtés, nous avons également Kamel Chirouda qui enseigne au collège de M. Gombani en tant que professeur de technologie et qui est donc secrétaire général adjoint. L'occasion également pour rappeler à nos sympathisants et adhérents sur l'île que nous, depuis un an, nous avons mis en place et créé un site internet qui a enregistré déjà plus de 4000 visites de la part donc de la population de Mayotte sur ce site. Et sur ce site donc on trouve l'essentiel des informations, actualités et également bulletins d'adhésion, puisque nous sommes en période de rentrée scolaire mais également rentrée syndicale, et que l'argent étant le nerf de la guerre pour certains syndicats et comme pour tous, donc nous faisons également une petite promotion en interne en cette rentrée de septembre pour appeler les sympathisants ou adhérents également à cotiser sur votre antenne. Alors en ce qui concerne les chiffres globaux, donc il faut dresser un tableau en fait de la situation de Mayotte à l'heure d'aujourd'hui. Donc en population scolaire totale, si on compte premier, second degré, également les étudiants du CUFR ou encore les enseignements professionnels, on est sur du 95 000 étudiants, élèves en population scolaire. Donc ce chiffre, il a à comparer ou à mettre en lumière en fait avec les chiffres d'il y a 4 ou 5 ans. Lorsque je suis arrivé par exemple sur ce territoire de Mayotte, ce chiffre global était à 84 000. Alors ça pose quoi comme problème et comme conséquence? Des conséquences que on retrouve dans le quotidien en fait des enseignants, que ce soit du premier ou du second degré, c'est cette contrainte que l'on a à cette massification et le fait que Mayotte est toujours en proie ou en fin, plutôt, a toujours fin de construction scolaire. Alors le budget qui est normalement alloué pour ces constructions scolaires, notamment pour le second degré, est autour de 50 millions par an pour construire un collège ou un lycée. Mais un lycée, ça coûte minimum 35 millions
d'euros. Et puis un collège, ça coûte 25 millions. Donc on a en soi déjà une explication de pourquoi on a toujours un retard de construction scolaire sur les années à venir ou les années précédentes. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément non plus le budget adéquat pour répondre à cette pression scolaire qui donc ne cesse d'augmenter, puisque je vous rappelle le chiffre, en l'espace de 5 ans, on est passé de 84 000 à 95 000, c'est 2000 élèves, soit un collège ou un lycée, puisque les chiffres à Mayotte sont exceptionnellement hauts pour notre République qu'est la France. Alors, autre conséquence de cette situation, on le voit, les conditions de travail des enseignants qui se dégradent. C'est quelque chose aussi qui pour vous... Au quotidien, c'est quelque chose que nous dénonçons auprès des services du vice-rectorat ou encore même de la préfecture par rapport aux conditions de travail qui se dégradent, puisqu'on arrive à des classes qui sont surchargées. Les collègues enseignants donc, font classe dans des classes de seconde par exemple qui sont minimum à 35, des classes de terminale à 37 ou 38, et c'est pas forcément donné le même niveau de chance de réussite scolaire dans des classes surchargées par rapport à des autres établissements qui en métropole, eux, ne correspondent pas à ces chiffres de sureffectifs. On a même des situations paradoxales et à la limite de l'égalité, puisque dans le dispositif REP, voire REP+, on a des classes qui dépassent ou qui sont à 30 élèves, alors qu'elles devraient être justement en effectif réduit, ou en tout cas limitées à 24-25. On l'a vu, la grève du 13 septembre dernier n'a pas forcément beaucoup mobilisé. Reconduite pour le 20 septembre, est-ce que votre syndicat va se joindre à ce mouvement et est-ce que vous partagez les revendications qui sont portées par l'intersyndicale ? Vous avez reçu, je crois, hier, donc l'un des leaders Maoulida qui participe à cette intersyndicale. Il a quand même énoncé 2 raisons qui expliquent pourquoi nous ne participerons pas à cette grève. D'une part, il a utilisé le mot de fiasco, et puis d'autre part, engager des personnels à faire grève et donc à perdre une journée de salaire sans avoir préparé ou mobilisé. Il l'a dit sur le plateau en disant que on a manqué justement d'anticipation face à cela. Je pense que c'est 2 bonnes raisons qui, en tout cas pour l'instant, nous poussent à ne pas pour l'instant participer à ce mouvement de grève, même si parmi les revendications qui étaient débattues au moment des négociations, phase de dialogue, dans ce qu'on appelait les clauses de revoyure, c'était justement une revendication que nous partagions, mais nous étions en désaccord sur une autre de ces revendications que je pense qui risque justement de refaire surface d'ici quelques semaines. Merci beaucoup Tanguy Sambik, vous êtes secrétaire général du SGEN, Fédération CFDT. Donc je rappelle, toutes les informations sur votre syndicat peuvent être retrouvées sur un site internet. C'est ça. Merci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 15 septembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, la nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Barret, est attendue très prochainement à Mayotte. Mais avant cela, elle devait rencontrer Madame le vice-recteur Nathalie Costantini ainsi que le sénateur Thani Mohamed Swalihi. Si la première rencontre a pu avoir lieu de visu, la seconde s'est faite par téléphone. Il faut dire que le sénateur, par ailleurs personnalité préférée des Mahorais, connaît très bien la ministre et ex-parlementaire réunionnaise. Erika Barret a d'ailleurs fait part au sénateur de sa volonté d'améliorer les relations entre la Réunion et le 101e département. Elle devrait également apporter prochainement dans ses valises plusieurs bonnes nouvelles pour Mayotte, concernant notamment des revendications portées par l'intersyndicale. Après Tati et la cave Nicolas, l'île au Lagon pourrait également accueillir le géant de la grande distribution Auchan. Cette information révélée par nos confrères du quotidien Les Nouvelles de Mayotte semble en effet plausible. La marque pourrait prochainement intégrer le marché mahorais par le biais du magasin Hyper Discount à Kaweni. HD, qui appartient actuellement au groupe Sodifram, serait ainsi la première grande surface locale à accueillir la marque au rouge-gorge. Si elle venait à se confirmer, l'information constituerait une très bonne nouvelle, que ce soit en termes d'offres de produits comme en termes de prix. Cela signifie en outre que malgré les difficultés actuelles, l'île au Lagon attire toujours de nouveaux investisseurs. En mai 2015, Mahamoud Aziari n'était pas renouvelé à son poste de directeur général de la Société immobilière de Mayotte. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit, en raison notamment de ce que beaucoup ont considéré comme une décision politique visant à écarter une personne devenue dérangeante. Depuis, une longue procédure judiciaire a fait suite aux indemnités de départ reçues par l'économiste.
Hier se tenait donc au tribunal de commerce le délibéré d'un procès renvoyé 6 fois. Mahmoud Aziari, qui avait reçu 435 480 € d'indemnité de départ, a été condamné à rembourser 174 192 €, soit 40% de la somme perçue. Son avocat Nadjima Hamada a indiqué que l'ex-directeur de la CIM fera appel de la décision dans les tout prochains jours. Mon autre invité de ce soir est Chloé Leschèvre, dont vous êtes chargée de mission à la DAC, on en dit tout à l'heure. Et avec vous, on va parler de ces journées, les journées du patrimoine qui, a priori, semblent s'annoncer sous de beaux jours. Oui, sous de beaux jours. Alors, ça démarre, c'est samedi et dimanche. C'est donc le rendez-vous annuel pour fêter le patrimoine. C'est tous les 3e week-ends de septembre. Et donc, cette année, on a un beau programme. J'aurais peut-être pas le temps de détailler, donc je vous invite à aller le consulter sur la page Facebook de la DAC, DAC-Mayotte. Mais en tout cas, beaucoup de partenaires sont mobilisés, 21. On a 5 communes qui chacune ont organisé des circuits de visite, des animations. Alors, on parle du patrimoine, mais à Mayotte, on est très fiers de parler des patrimoines. La richesse des patrimoines, du patrimoine bâti, du patrimoine naturel, du patrimoine immatériel à travers ses musiques et danses. Donc plein de rendez-vous pour les publics dans les communes, avec des associations qui sont mobilisées autour des communes pour accueillir les visiteurs, avec le conseil départemental, les archives départementales, la direction de la culture et du patrimoine, le MUMA, le musée de Mayotte, qui va inaugurer sa 2e préfiguration, avec plein de belles choses à découvrir. Le service des ressources forestières qui accueille aussi les visiteurs, donc je disais les communes, et des associations qui sont, alors vous savez, cette année le thème des journées du patrimoine, c'est les 33e journées du patrimoine sur le territoire national, et donc il y a des thèmes tous les ans, donc là c'est patrimoine et citoyenneté, donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux associations qui ont une action citoyenne, nous avons l'association des naturalistes de Mayotte, l'association Maï Nature, l'association Maouat Sada, l'association AD du Pass, et nous avons également cette année des organismes publics, le lycée agricole de Coconi qui vous fera découvrir l'apiculture, enfin pas mal de choses que vous découvrirez, le parc marin qui fait aussi une belle exposition à l'aéroport, et cette année exceptionnellement des partenaires privés. Alors moi je pense que peut-être le patrimoine d'aujourd'hui fait le patrimoine de demain. Il y a EDM qui propose de visiter l'usine électrique de Longoni, et le groupe Kananga, l'usine est située sur l'usine de Kaweni, l'ancienne usine sucrière, et c'est vrai que quand on passe on voit cette grande cheminée, et c'est l'occasion dimanche d'aller sur le site et de voir de plus près cette usine sucrière. Donc le programme a l'air chargé, avec pas mal de choses à voir pour ceux qui sont intéressés. Et comment ça se passe à Mayotte? Est-ce que l'implication, est-ce que l'engouement pour ces journées est important d'année en année? Oui, tout à fait. Moi, c'est la 3e année que je coordonne, que la DAC coordonne les journées du patrimoine, et on avait 3000 visiteurs il y a 2 ans, on était à plus de 4000 l'année dernière, donc j'espère bien que cette année on sera 5000, et en tout cas à travers, c'est formidable de faire cet événement, mais ce qui est important et ce qu'on ressent nous, c'est le besoin de la population de s'approprier son patrimoine, et ce qui fait vraiment la richesse de Mayotte, c'est cette culture qui est vécue quotidiennement dans la culture mahoraise, et que cette occasion des journées du patrimoine soit un moment de partage avec la population, et que chacun s'approprie et se sente détenteur aussi de la transmission de ce patrimoine, donc que les anciens, que ce soit l'occasion qu'ils transmettent à tous ces jeunes de Mayotte, pour que ce patrimoine se perdure, et voilà. Donc 2 journées consacrées au patrimoine et accessibles à tout le monde ici sur le département. Voilà, tout le monde est gratuit. Voilà, pour tous c'est gratuit. Merci beaucoup Chloé Leschèvre. Je rappelle que vous êtes chargée d'émission à la DAC. Et enfin, depuis lundi, les célébrations de la Semaine européenne de la mobilité se multiplient. En sa qualité de 9e région ultra-périphérique, Mayotte n'échappe pas à la règle. En atteste cette matinale organisée aujourd'hui par l'espace Info Énergie et la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. Objectif, sensibiliser d'une part les citoyens à l'utilisation de moyens de locomotion divers et variés, tels que les transports publics, le vélo ou encore la marche, et d'autre part encourager les villes européennes à en faire la promotion, mais également à investir dans les infrastructures nécessaires. À Mayotte, le réseau routier étant saturé, le sujet est particulièrement d'actualité. Alors voyons quelles alternatives s'offrent à nous dans ce sujet signé Adèle Laurent.
Cela fait 20 ans que des études sont faites pour améliorer les conditions de transport à Mayotte. Mais force est de constater que peu d'entre elles se sont concrétisées. Pourtant, cela aurait permis d'améliorer les conditions de circulation et de déplacement sur le territoire. Mohamed Amissi, le chargé d'études des transports et déplacements à la mairie de Mamoudzou, nous en dit plus sur la problématique des transports du territoire. Le souci qui se pose, c'est que les infrastructures routières ne sont plus adaptées au type de trafic actuel. Le parc automobile a augmenté, les infrastructures n'ont pas suffi et on se retrouve face à une situation de saturation et qui va s'accentuer dans les prochaines années si rien n'est fait pour rééquilibrer les modes de transport. En effet, les infrastructures routières de Mayotte, créées dans les années 1980, ont été conçues pour permettre de supporter un trafic routier de 1000 véhicules par heure. Or, à l'heure actuelle et alors que ces infrastructures n'ont pas évolué, le trafic routier accueille 2000 véhicules par heure. C'est pourquoi il est important de réduire le nombre de véhicules sur les routes. Dans ce sens, l'espace Info Énergie, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, est en train d'établir un projet pilote de covoiturage pour tous les agents de la CCI. Mais le covoiturage reste accessible à tout un chacun. Abissi Sindou nous en explique les avantages. On est dépendant à 98% d'énergie fossile, donc qui dit énergie fossile dit pollution. Le fait de passer au mode de transport doux, ça réduira considérablement tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tout ce qui est des embouteillages, ça diminuera aussi considérablement et ça évitera aux personnes d'arriver en retard au boulot ou bien de s'énerver un petit peu en voiture. Donc l'une des solutions qu'on peut adopter actuellement, ce n'est que le système de covoiturage. Le système de covoiturage, d'ailleurs, il y a un site qui existe pour ça. Écologique et économique, le covoiturage n'est toutefois pas la seule solution envisageable. En effet, le projet de transport en commun du Grand Mamoudzou, évalué à 100 millions d'euros, permettrait de reconsidérer les modes de déplacement et de maîtriser l'utilisation de la voiture particulière dans le centre du chef-lieu. Il faut que les transports en commun voient rapidement le jour. Il faut développer les taxis, il faut les accompagner pour qu'ils puissent se professionnaliser. Il faut développer la marche, il faut développer les vélos, développer le covoiturage et parallèlement mettre en place rapidement des navettes maritimes qui permettraient également de délester le réseau routier. C'est quand même moins de pollution atmosphérique en termes de densité dans les routes, donc moins de conflits d'usage entre notamment les poids lourds, les véhicules légers, les piétons, les deux roues, le stationnement. Donc c'est aussi un partage de la voirie, c'est aussi la réduction des embouteillages. Acquérir du foncier pour y construire des infrastructures adaptées, concevoir des parkings relais, des arrêts de bus, aménager le Grand Mamoudzou pour désengorger la circulation routière, le chantier est considérable. Mais développer les transports en commun et les modes de transport alternatifs permettrait de réduire fortement le nombre de véhicules en circulation, même si ce genre de projet mettra du temps à se concrétiser. L'objectif à afficher, c'est que dans 3 ans, on ait les premiers bus en circulation. Alors c'est ambitieux, mais par rapport au contexte actuel et aux besoins de mobilité qui sont en forte croissance, il y a vraiment cette volonté politique de faire en sorte que les premiers bus soient en circulation assez rapidement pour permettre à la population de se déplacer en toute sécurité. Développer les transports en commun et les modes de transport alternatifs est donc devenu une nécessité. Et même si prendre un bus qui n'est pas scolaire à Mamoudzou et alentour ne sera pas pour tout de suite, il reste toutefois la possibilité immédiate de pratiquer le covoiturage. Un trafic routier plus fluide et sécurisé dans 3 ans, affaire à suivre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau des motards en colère. À 8h, retrouvez également dans le cadre des journées du patrimoine Ben Saïd Abdul Karim, chef de projet au musée MUMA. Également Christine Coulange. Ils seront tous sur le plateau demain. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.